Imaginez. Vous êtes enceinte de 8 mois. La nuit est tombée. Le vent souffle dans une station-service perdue au milieu de rien. Et l'homme que vous aimez redémarre sa voiture de luxe. Sans un mot. Sans un regard. Il disparaît dans le noir, laissant derrière lui votre souffle court et un ventre plein de vie. Ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'est que cette nuit marquait le début d'une trahison qu'aucun film n'aurait osé écrire. Le ciel s'était assombri plus tôt que prévu ce soir-là. Les nuages lourds d'automne avalaient les dernières lueurs du jour, transformant la route nationale en un ruban d'asphalte solitaire qui semblait s'étirer à l'infini entre Bordeaux et Biarritz. Dans l'habitacle feutré de la Mercedes noire, Élodie Garnier sentait son enfant bouger. 8 mois de grossesse. Une vie qui se dessinait déjà avec tant de netteté qu'elle pouvait presque entendre son rire. Elle posa délicatement sa main sur son ventre arrondi, comme pour rassurer cette présence qui n'avait pas encore de visage mais possédait déjà tout son cœur. « Tu as besoin qu'on s'arrête ?» La voix de Marc semblait distante, presque étrangère, malgré la proximité de leur corps dans l'espace confiné de la voiture. « Juste 5 minutes, s'il te plaît. » Son sourire était celui d'une femme qui n'imaginait pas encore que le bonheur pouvait se fracasser en un instant, comme un miroir trop fragile. Marc Delattre, PDG d'un empire hôtelier, mari attentionné aux yeux du monde, ralentit avant de s'engager vers une station-service qui brillait faiblement dans cette obscurité grandissante. Un phare de fortune dans l'immensité du néant qui les entourait. « Je reviens tout de suite, » murmura Élodie en se dégageant avec cette grâce particulière des femmes enceintes, ce mélange de fragilité et de force que seule la maternité sait créer. Le temps avait quelque chose d'étrange ce soir-là. Plus épais. Plus silencieux. Comme si chaque seconde était lestée d'un poids invisible. Élodie s'attarda quelques instants dans les toilettes exiguës de la station, arrangeant ses cheveux châtains devant le miroir légèrement fissuré. Elle se regarda avec une tendresse nouvelle, celle qu'elle réservait désormais aussi à cet être qu'elle portait. « Encore un mois, mon amour, » chuchota-t-elle à son reflet, à son ventre, à cette promesse de vie. Quand elle sortit, l'air froid la saisit, s'engouffrant sous sa robe ample. Elle serra son cardigan autour d'elle, protégeant instinctivement son ventre. Ses yeux cherchèrent la Mercedes. Cette voiture qu'elle avait toujours trouvée trop ostentatoire mais que Marc aimait tant. Mais là où aurait dû se trouver le véhicule, il n'y avait plus rien qu'un espace vide. Un rectangle d'obscurité plus dense. Son cœur se serra. Un pressentiment glacé parcourut son échine. « Marc ?» Sa voix résonna, étrangement aiguë dans la nuit. Peut-être avait-il juste déplacé la voiture. Peut-être était-il entré dans la boutique pour acheter quelque chose. Peut-être. Elle s'avança vers le petit magasin, ses pas résonnant sur le béton usé. À travers la vitre, elle n'aperçut qu'un employé somnole derrière sa caisse, et 2 rangées de produits tristement éclairés par des néons fatigués. « Excusez-moi, vous auriez vu mon mari ? Grand, costume bleu marine, Mercedes noire ?» L'homme leva les yeux de son magazine, regard vide avant qu'une lueur de compassion n'y apparaisse. « La berline de luxe ? Il a fait le plein et il est parti il y a quelques minutes. J'ai cru que vous étiez avec lui. » Le monde d'Élodie vacilla. Un vertige qui n'avait rien à voir avec sa grossesse. Parti. Comment ça, parti? Il a payé et il est remonté dans sa voiture. Il a démarré assez vite. Je suis désolé, madame, je pensais que... La suite se perdit dans le bourdonnement qui envahit les oreilles d'Élodie. Un son pareil à celui d'une mer déchaînée, ou d'un cœur qui se brise. Ses mains tremblantes cherchèrent son téléphone au fond de son sac. L'écran s'illumina, chassant momentanément l'obscurité qui semblait désormais l'envelopper tout entière. Elle composa le numéro de Marc. Une sonnerie. 2 sonneries. 3. Vous êtes bien sur la messagerie de Marc Delattre. Je ne suis pas disponible pour le moment. Non. Ce n'était pas possible. Une erreur. Un malentendu. Marc ne pouvait pas être parti. Pas comme ça. Pas en la laissant seule, enceinte de leur enfant, dans une station-service perdue au milieu de nulle part. Elle tenta d'envoyer un message. Ses doigts glissaient sur l'écran, rendus maladroits par un tremblement qu'elle ne contrôlait plus. « Marc, où es-tu ? Je suis toujours à la station. » Les minutes s'écoulèrent, interminables. Pas de réponse. Elle rappela. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Toujours cette même voix enregistrée, détachée, indifférente à son désarroi grandissant.
L'employé de la station, gêné par cette détresse qui s'installait dans son quotidien monotone, finit par s'approcher d'elle. « Madame, est-ce que je peux faire quelque chose ?» Élodie releva la tête, les yeux englués de larmes qu'elle refusait encore de laisser couler. « Il va revenir. Il a dû oublier quelque chose. Ou faire une farce. » Même à ses propres oreilles, ces mots sonnaient creux, dépourvus de la conviction qu'elle tentait désespérément d'y insuffler. « Vous pouvez attendre à l'intérieur, » proposa l'homme avec maladresse. « Il fait froid dehors, ce n'est pas bon pour votre état. » Son état. Cette vie en elle qui continuait de grandir, ignorante du drame qui se jouait. Cette vie que Marc et elle avaient créée ensemble, dans l'intimité de leur amour qu'elle avait cru inébranlable. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle. Assise sur une chaise en plastique inconfortable, Élodie oscillait entre l'incrédulité et une terreur sourde. Son téléphone restait désespérément silencieux, comme si le monde entier s'était soudain vidé de toute présence humaine. Vers minuit, l'employé, dont elle avait appris qu'il s'appelait Thomas, lui apporta un thé dans un gobelet en carton. « Ma sœur est venue me chercher. Elle peut vous ramener quelque part si vous voulez. Chez vous, ou chez des amis. Chez elle ?» Leur luxueux appartement parisien lui sembla soudain aussi lointain qu'une autre galaxie. Des amis? Ils étaient censés être en route pour des vacances intimes, un dernier moment à deux avant l'arrivée du bébé. Elle n'avait prévenu personne de leur itinéraire exact. « Je vais appeler ma mère, » dit-elle finalement, se raccrochant à cette idée comme à une bouée de sauvetage. Sa mère vivait à Bordeaux. Il l'avait dépassée depuis longtemps, mais c'était le seul port dans cette tempête qu'Élodie pouvait envisager. La conversation fut brève, entrecoupée de sanglots qu'Élodie ne parvenait plus à contenir. Sa mère, d'abord incrédule puis submergée par une colère que sa fille n'avait jamais entendue dans sa voix, promit d'arriver dès que possible. « Ne bouge pas, ma chérie. Je viens te chercher. Tout ira bien. » Ces mots, simples et pourtant si puissants dans leur promesse, permirent à Élodie de respirer à nouveau. 3 heures du matin. Le parking de la station était plongé dans une pénombre à peine troublée par les phares occasionnels d'un camion ou d'une voiture solitaire. Thomas était parti, remplacé par un autre employé qui jetait de temps à autre un regard curieux vers cette femme enceinte dont la présence inhabituelle rompait la monotonie de son service de nuit. Élodie fixait la route, comme si la force de son regard pouvait faire apparaître la voiture de sa mère. Ou celle de Marc. Marc. La réalité de sa situation commençait enfin à se dévoiler dans toute sa brutalité. Il l'avait abandonnée. Volontairement. Il avait choisi de la laisser là, seule, vulnérable, portant leur enfant. Le choc initial s'estompait lentement, laissant place à une douleur plus profonde, plus aiguë. Chaque souvenir heureux semblait maintenant empoisonné, contaminé par ce geste inexplicable. Leur mariage, 2 ans plus tôt. Cette cérémonie somptueuse où il l'avait regardée comme si elle était la 8e merveille du monde. Leur voyage. Leur projet. Cette joie partagée quand le test de grossesse s'était révélé positif. Tout cela n'avait-il été qu'une illusion? Un mensonge parfaitement orchestré? Son téléphone vibra soudain, arrachant Élodie à ses pensées de plus en plus sombres. Son cœur fit un bond douloureux dans sa poitrine. Marc? Non. Un message de sa mère, « J'arrive dans 20 minutes, ma chérie. » Tiens bon. 20 minutes. 20 minutes avant qu'une part de sa vie ne s'achève définitivement. Car Élodie le savait maintenant. Quel que soit le motif de cet abandon, quelle que soit l'explication que Marc pourrait un jour lui fournir, rien ne serait plus jamais comme avant. La confiance, cette chose précieuse et fragile sur laquelle reposait leur union, avait été brisée aussi sûrement qu'un vase de cristal jeté contre un mur. Les phares d'une voiture percèrent l'obscurité, dessinant 2 faisceaux de lumière qui balayèrent lentement le parking avant de s'immobiliser. Élodie reconnut immédiatement la petite Citroën de sa mère. À cet instant précis, l'enfant en elle donna un coup, comme pour lui rappeler sa présence. Comme pour lui dire, « Je suis là, moi. Je ne t'abandonnerai pas. » Ce simple mouvement, cette manifestation de vie au cœur même de son désarroi, agit comme un déclencheur. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps se mirent à couler librement sur ses joues. Sa mère sortit précipitamment de la voiture et courut vers elle, ses bras déjà ouverts pour l'accueillir, pour la protéger. « Oh, ma petite fille » murmura-t-elle en serrant Élodie contre elle, avec cette tendresse infinie que seule une mère peut offrir. Dans cette étreinte, Élodie sentit quelque chose se libérer en elle. Une tension,
une peur viscérale qui l'avait maintenue prisonnière depuis le moment où elle avait compris que Marc ne reviendrait pas. « Viens, rentrons à la maison, dit sa mère en l'aidant à se relever. La maison. Ce mot résonnait étrangement aux oreilles d'Élodie. Où était sa maison maintenant? Certainement plus dans cet appartement parisien rempli de souvenirs d'un bonheur qui n'avait peut-être jamais réellement existé. Le trajet du retour se fit dans un silence entrecoupé de questions douces de sa mère, auxquelles Élodie répondait par monosyllabes, son esprit encore engourdi par le choc. Ce n'est que lorsqu'elles arrivèrent dans le petit pavillon de banlieue où Élodie avait grandi, lorsque la familiarité des lieux l'enveloppa comme une couverture réconfortante, que les questions commencèrent à affluer. Pourquoi? Comment avait-il pu faire une chose pareille? Y avait-il eu des signes avant-coureurs qu'elle n'avait pas su voir? Une autre femme, peut-être? Des problèmes financiers qu'il lui aurait cachés? Assise dans cette cuisine qui n'avait pas changé depuis son enfance, une tasse de tisane fumante devant elle, Élodie tentait de rassembler les morceaux épars de ces derniers mois, cherchant désespérément une explication, un indice qui aurait pu la préparer à cette trahison. Il était distant ces derniers temps, admit-elle finalement, plus pour elle-même que pour sa mère qui l'écoutait avec attention. Je pensais que c'était le stress du travail. Ou l'appréhension de devenir père. Sa mère prit sa main dans la sienne, ce contact chaleureux agissant comme un baume sur son âme meurtrie. Tu ne pouvais pas savoir, ma chérie. Certaines personnes cachent leur véritable nature pendant des années. Ces mots, bien qu'ils fussent prononcés avec douceur, frappèrent Élodie avec la force d'une révélation. La véritable nature de Marc. L'avait-elle jamais connu? Ou n'avait-elle vu que ce qu'il voulait bien lui montrer? Cette nuit-là, allongée dans son ancienne chambre d'adolescente, Élodie ne trouva pas le sommeil. Son corps, épuisé par les émotions et par le poids de sa grossesse avancée, réclamait du repos, mais son esprit refusait de s'apaiser. Elle revoyait sans cesse le visage de Marc, tentait de se rappeler son expression lors de leur dernier échange avant qu'elle ne descende de voiture. Y avait-il eu un indice, un signe annonciateur? Une hésitation dans sa voix? Un regard détourné? Le matin vint enfin, apportant avec lui une lumière pâle qui filtrait à travers les rideaux de sa chambre. Élodie se sentait vidée, comme si toutes ses larmes, toutes ses émotions avaient été consumées, ne laissant qu'une coquille vide. « J'ai fait du café », annonça sa mère en entrant doucement dans la chambre, un plateau dans les mains. « Et des tartines. Il faut que tu manges, ma chérie. Pour toi et pour le bébé. » Le bébé. Cette vie innocente qui grandissait en elle, ignorant encore tout du drame qui se jouait autour de lui. Cette vie qui méritait mieux qu'une mère brisée par le chagrin. Pour la première fois depuis l'abandon de Marc, Élodie sentit quelque chose de nouveau émerger en elle. Quelque chose qui ressemblait à de la détermination. « Je vais appeler la police », déclara-t-elle en prenant une gorgée de café. « Et un avocat. » Sa mère hocha la tête, approuvant silencieusement cette décision. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'appels, de formalités, d'explications répétées à des voix officielles qui semblaient parfois distantes, presque indifférentes à sa détresse. « Madame Delattre, comprenez bien que votre mari est un adulte. S'il a choisi de partir, nous ne pouvons pas le considérer comme une personne disparue. Mais il m'a abandonné dans une station-service. Enceinte. » La colère commençait à remplacer le choc initial, donnant à Élodie une énergie nouvelle, une force qu'elle ne se connaissait pas. « Je comprends votre détresse, madame. Mais d'un point de vue légal. » Les mots se perdaient, insignifiants face à l'immensité de sa douleur et de sa rage naissante. L'avocat, recommandé par une amie de sa mère, fut plus réceptif, plus humain dans son approche. « Ce qu'il a fait est inexcusable, madame Delattre. Et croyez-moi, il y aura des conséquences. » Des conséquences. Ce mot résonnait en elle comme une promesse. Non pas de vengeance, car la vengeance était un chemin qu'Élodie refusait d'emprunter, mais de justice. De réparation. Le deuxième jour après l'abandon, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Élodie? La voix à l'autre bout du fil était celle de la secrétaire de Marc. Je ne devrais pas vous appeler. Mais je pensais que vous deviez savoir. Savoir quoi? Élodie sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'appréhension et d'espoir confus battant dans sa poitrine. Marc est à l'aéroport. Il prend un vol pour Singapour. Avec elle. Elle. Ce simple pronom, chargé de tant de signification. Une autre femme. Une amante. La raison, peut-être, de cet abandon cruel. Qui est-elle?
La question sortit de ses lèvres avant même qu'Élodie ne puisse y réfléchir. Un silence, puis, Sandrine Leroy. Sa directrice financière. Je suis désolé, Élodie. Vraiment désolé. La communication se coupa, laissant Élodie dans un état de stupeur second. Sandrine Leroy. Ce nom lui était vaguement familier. Une femme qu'elle avait aperçue lors de soirées professionnelles, toujours impeccablement habillée, un sourire discret aux lèvres. Était-ce pour elle que Marc l'avait abandonnée? Pour cette femme dont elle ne connaissait que le nom et la fonction? L'information, aussi douloureuse fut-elle, agissait comme une pièce de puzzle qui venait enfin se mettre en place. Les absences prolongées de Marc. Ses appels tard dans la nuit. Cette distance qui s'était installée entre eux, presque imperceptiblement. Tout prenait soudain un sens terrible. Ma chérie? Sa mère était entrée dans la chambre, alertée peut-être par son silence prolongé après cet appel. Il est parti avec une autre femme, maman. À Singapour. Les mots sortaient d'elle comme des pierres, lourds et tranchants. Sa mère s'assit à côté d'elle, passant un bras protecteur autour de ses épaules. Oh, ma pauvre enfant. Mais étrangement, Élodie ne se sentait pas dévastée par cette révélation. Au contraire, elle éprouvait presque un soulagement. Connaître la vérité, aussi cruelle fût-elle, était préférable à cette incertitude qui la rongeait. Tu sais ce qui est le plus étrange, maman, dit-elle après un long moment de silence. Je ne ressens pas de haine envers lui. Juste, de la pitié. Et c'était vrai. En apprenant la liaison de Marc, en comprenant qu'il avait choisi de fuir plutôt que d'affronter ses responsabilités, Élodie ne pouvait s'empêcher de le voir soudain comme un homme diminué. Un lâche qui avait préféré l'abandon à la vérité. Tu as toujours eu un grand cœur, Élodie, murmura sa mère, les yeux brillants de fierté et de chagrin mêlés. Les jours suivants se transformèrent en semaines. Le choc initial s'estompa progressivement, laissant place à une réalité nouvelle qu'Élodie commençait lentement à apprivoiser. L'avocat avait entamé les procédures de divorce, mettant en avant l'abandon de domicile et la situation particulièrement vulnérable d'Élodie au moment des faits. Les comptes bancaires avaient été gelés, les avoirs du couple mis sous séquestre en attendant une décision de justice. Mais plus que ses considérations matérielles, c'était son état d'esprit qui évoluait de la manière la plus remarquable. Chaque matin, en posant ses mains sur son ventre de plus en plus rond, Élodie sentait grandir en elle une force nouvelle. Une détermination qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou l'amertume, mais tout avec l'amour. L'amour pour cet enfant qui allait naître, qui aurait besoin d'une mère solide, entière, capable de lui offrir un foyer stable malgré l'absence de son père. Le dernier mois de sa grossesse, qu'elle avait imaginé partager avec Marc dans l'excitation des préparatifs, se transforma en une période de reconstruction personnelle. Chaque coup de pied de son bébé était un rappel de la vie qui continuait, qui exigeait d'elle qu'elle avance, qu'elle se relève. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Dans la petite chambre que sa mère avait transformée en nurserie improvisée, Élodie passait des heures à préparer l'arrivée de son enfant. Pliant et repliant de minuscules vêtements, arrangeant des peluches sur une étagère fraîchement installée, chantonnant des berceuses comme pour familiariser déjà son bébé avec sa voix, avec son amour. Tu seras forte, murmurait-elle à son ventre. Tu seras aimée. Et je te promets que tu ne manqueras jamais de rien. Surtout pas d'amour. La naissance survint un matin de décembre, alors que les premières neiges de l'hiver recouvraient la ville d'un manteau immaculé. Une petite fille, parfaite dans chacun de ses traits, chacun de ses doigts minuscules. Élodie, épuisée mais rayonnante, tenait contre elle ce petit être qui avait changé sa vie bien avant même de venir au monde. « Comment vas-tu l'appeler » demanda sa mère, les yeux embués de larmes devant ce tableau émouvant. Élodie contempla le visage paisible de sa fille, ce mélange de fragilité absolue et de promesse infinie. « Victoire, répondit-elle simplement. Elle s'appellera Victoire. Car c'était bien ce que représentait cet enfant. Une victoire sur la trahison, sur l'abandon, sur la douleur. La preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, la vie trouve toujours un chemin pour continuer, pour s'épanouir. 3 ans plus tard, alors que le soleil d'été inondait le petit jardin où Victoire jouait sous le regard attentif de sa grand-mère, Élodie reçut une lettre. Une enveloppe simple, portant un tampon de Singapour et une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Marc. Ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant l'enveloppe. Non pas de peur ou de douleur ravivée, mais d'une étrange curiosité détachée. Comme si elle ouvrait une lettre venue d'un passé lointain, presque d'une autre vie. Chère Élodie, commençait la lettre. Je ne sais pas si tu liras ces mots,
et je comprendrais que tu les jettes sans même y porter attention. Les excuses s'enchaînaient, maladroites, presque pathétiques dans leur formulation. Des regrets exprimés trop tard, des explications qui ne justifiaient rien. J'aimerais connaître mon enfant, écrivait-il à la fin. Si tu penses que c'est possible un jour. Élodie replia soigneusement la lettre et la rangea dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, quand Victoire serait plus grande, elle lui parlerait de son père. De ses choix. De sa lettre. Peut-être qu'un jour, elle lui laisserait décider si elle voulait le rencontrer. Mais pour l'instant, en regardant sa fille rire dans le jardin, ses boucles dorées scintillant au soleil, Élodie savait une chose avec certitude. Elle n'avait pas été brisée par l'abandon de Marc. Elle avait été révélée par lui. Ce qu'il avait laissé derrière lui cette nuit-là, à la station-service, ce n'était pas seulement une femme enceinte et vulnérable. C'était une force en devenir. Une mère qui porterait désormais en elle la force de deux vies. Il était parti avec le silence. Mais elle était restée avec la vérité. Et dans cette vérité, dans cet amour inconditionnel pour sa fille, Élodie avait trouvé une liberté que Marc, malgré tous ses privilèges et sa richesse, ne connaîtrait jamais. La liberté d'aimer sans attente. La liberté de se tenir debout, seule et pourtant jamais solitaire. La liberté d'être entière, sans compromis. Car ce que cette nuit d'abandon lui avait finalement offert, c'était la plus précieuse des découvertes, sa propre lumière, qui brillait désormais, inextinguible, pour guider les pas de sa fille dans ce monde. Il était parti. Et elle était restée, debout. Plus forte. Plus libre. Plus vraie. Et dans cette vérité résidait sa plus belle victoire.